Immortaliser les œuvres de l'historien et écrivain béninois Félix Iroko, les faire connaître aux générations futures et d'en faire une référence. Telle est la mission que se sont donné un trio d'universitaires. Ces derniers, Dr Arthur Vido, Dr Paul Akoyi et Romaric Adjovi en qualité d'étudiants, viennent de retracer le parcours de cette icône béninoise sous-régionale et internationale dans un ouvrage intitulé Abiola Félix Iroko, itinéraire d'un chercheur africain hors pair. Cet ouvrage, paru aux éditions Pluriel, a été officiellement lancé le vendredi 16 mars 2018 à l'amphithéâtre de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Flash de l'Université d'Abomey-Calavi. C'était devant un parterre de professeurs, d'étudiants et d'invités à travers une cérémonie fort simple. Désormais, les générations à venir auront une référence bibliographique incontestable sur le parcours de l'homme. Et je profite de l'occasion pour inviter d'autres auteurs à leur emboîter le pas, parce qu'on a toujours condamné la jeunesse de n'avoir pas suivre le pas des aînés, mais qui sont ceux-là que nous devons suivre? Est-ce que nous les connaissons réellement? Est-ce que nous connaissons leur parcours, ce qu'ils ont eu à faire? Et donc, sans connaître l'histoire, on ne peut pas construire l'avenir. Et donc, le présent que nous sommes, le présent que constitue cette jeunesse-là, nous avons besoin d'avoir des documentations des hommes, des icônes, de les connaître. Nous devons avoir à portée de main nos patrimoines humains vivants. Et c'est ce que représente le professeur Félix Iroko pour nous, pour l'histoire du Bénin, pour les générations. Et donc les éditions plurielles sont ravies de cette collaboration et donc lancent toujours cet appel à d'autres auteurs pour emboîter leur pas, pour nous permettre d'avoir nos références à portée de main. L'ouvrage dont je vais vous parler, et qui a pour titre Abiola Félix Iroko, itinéraire d'un chercheur africain hors pair, donc, est paru aux éditions Pluriel, une maison d'édition béninoise. Sur la couverture, donc, justement, on y voit donc le chercheur africain hors pair complètement absorbé par ses recherches. L'ouvrage est coécrit donc par 3 personnes, Arthur Vido, Paul Akoyi, Romaric Adjovi. L'ouvrage est divisé en 3 grandes parties, qui sont elles-mêmes subdivisées en 3 chapitres pour chacune d'entre elles. Lorsque l'on jette un coup d'œil sur la bibliographie de l'ouvrage, on note que les auteurs ont eu à travailler sur 171 entrées, c'est-à-dire une source imprimée, 13 ouvrages, 37 mémoires et thèses, 120 articles. La première partie donc porte sur les publications, sur la traite et les entités béninoises précoloniales. La deuxième partie s'intéresse à l'histoire des mentalités au Bénin. Et la troisième partie porte sur les encadrements des travaux scientifiques par le professeur Abiola Félix Iroko. Les co-auteurs évoquent leurs sources de motivation et les exigences de la rédaction d'un ouvrage sur la vie de l'historien. L'écriture d'un ouvrage sur le professeur Iroko a commencé de la façon la plus simple. Il m'est arrivé de collecter une bonne centaine de ses articles et une bonne dizaine de ses ouvrages qui étaient naturellement à ma disposition. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas écrire quelque chose sur ce grand historien africain, ce grand historien béninois? Et donc, pour mettre en œuvre le projet, j'ai associé un de mes brillants étudiants, faut-il le dire, Romaric Adjovi, pour travailler sur le sujet. Et ensemble, nous avons monté quelque chose. Et l'objectif, à l'origine, c'était de publier un article. Et donc, à la fin du travail, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas uniquement se contenter que d'un article, mais on pouvait en faire un ouvrage. Mais l'envie n'était pas encore forte. C'est au cours d'un échange avec mon aîné, le docteur Paul Akoyi, que je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment développer le sujet et en faire un ouvrage de façon plus détaillée. Et c'est comme ça qu'ensemble nous avons bossé, nous avons travaillé sur une période de 6 mois et c'est ce que ça a donné. Et je veux m'adresser aux étudiants qui sont ici présents. J'ai l'habitude de le dire quand je suis en amphi. Je dis en fait que
le niveau d'études n'est pas forcément plus important que le niveau de connaissance. Je vais vous dire la vérité, ce qui importe, c'est votre niveau de connaissance. Vous pouvez avoir une licence, avoir une maîtrise, et puis être détenteur d'un niveau de connaissance beaucoup plus élevé que celui qui a un doctorat. Donc il est bon d'avoir les diplômes, mais il est avant tout bon d'avoir la connaissance. Et donc à travers cet ouvrage que nous venons de publier avec l'un de mes brillants étudiants, c'est tout simplement pour vous inviter au travail et au travail bien fait. Moi je crois en vous et je sais que vous pouvez faire mieux. Maintenant c'est à vous de vous lever et de produire quelque chose de plus potable. J'avais déjà le projet donc d'écrire quelque chose sur le professeur, pour avoir quand même lu pas mal de ses publications. Donc on se retrouvait un jour à la bibliothèque quand Arthur me disait, mais écoute, je suis en train de réfléchir à un truc comme ça. J'ai dit, mais moi j'ai déjà le plan de l'ouvrage. Lui me dit, lui n'a pas seulement le plan, il a déjà démarré la rédaction. Il m'a remis le fichier qu'il a, je l'ai lu, et j'ai eu des observations données, et voilà comment on a commencé donc à réfléchir ensemble. On a dû repartir dans pas mal de bibliothèques pour sortir finalement ce document. De toutes les façons, quelque chose a été produit. Quelqu'un me disait la dernière fois, un parent même, vous avez écrit sur le projet Iroko, est-ce qu'il est gentil? Je lui ai dit non. Nous nous sommes intéressés plutôt à ce que l'homme a apporté au plan scientifique. Vous avez la possibilité d'écrire un ouvrage pour dire s'il était gentil ou pas, s'il était grand ou court de taille, s'il était très généreux ou pas. Ça, ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est qu'est-ce qu'il a apporté à la recherche, à l'histoire. Et ça, on a essayé de faire quelque chose. Et ceci n'est pas exhaustif, on peut l'améliorer, c'est possible. Et je ne terminerai pas sans préciser que si éventuellement, à la lecture de l'ouvrage, il vous arrivait de découvrir une petite coquille, de grâce, nous le pardonner, parce qu'il n'y a que celui qui n'entreprend rien qui ne se trompe pas. Ceux qui essayent peuvent se tromper. Et le plus important, je crois, c'est d'essayer. Le public a eu droit par la suite à la dégustation d'une partie du livre. Dans certains milieux, l'on préférait que le monarque soit âgé en espérant qu'il meure vite afin d'être remplacé. Dans ce même ordre d'idées, nous pouvons citer l'étude titrée « Aspects multiformes de régicide dans les royautés béninoises précoloniales ». Dans celle-ci, l'auteur expose 3 formes de mise à mort volontaire d'un souverain. La première est le régicide. C'est une mise à mort informelle et officieuse du roi et qui se fait par le biais des pratiques occultes. Les auteurs sont très souvent issus du milieu princier. La deuxième est le régicide rituel. Cette forme n'existe que dans l'ère culturelle Yoruba. On y a recours en cas de longue durée de vie du roi sur le trône ou si celle-ci se comporte comme un tyran. Dans l'un ou l'autre des cas, le régicide est officiel. Le jour du rituel, on présente au roi une petite calebasse contenant des ingrédients et des œufs de perroquet. Quelque temps après avoir ouvert la calebasse, le roi meurt. La troisième et la dernière forme est le régicide rituel suggéré. Il se fait dans le royaume Wao, de Mari-Ngu ou de Manungu, dans la région de Tanguieta. 2 raisons justifient ce type de mise à mort du roi. Son extrême vieillesse et sa longévité. On estime qu'il est nuisible au royaume. Alors les membres de la cour ou ses proches vont le voir et lui expliquent dans une ambiance bon enfant la nécessité pour lui de mourir. Il consent et organise peu après un grand sacrifice. C'est une grande fête à laquelle le peuple est convié. Quelque temps plus tard, le roi meurt et est remplacé. Dans ces 3 cas de figure, le roi est tué. Il arrive aussi que ce soit ces femmes qui subissent presque le même sort. C'est ce que nous apprend l'article intitulé « Quand les reines accompagnent leur époux dans la tombe ». C'est une pratique qui est liée à la
conception selon laquelle il y a une vie après la mort. Le professeur, dont le brillant parcours a été compilé dans cet ouvrage, a tenu en haleine l'amphithéâtre de la Flash avec de vibrants témoignages. Je voudrais d'abord commencer par dire que je ne me suis jamais considéré comme un grand homme. On a dit grand homme tout à l'heure, ça m'a un peu étonné. Et les auteurs de l'ouvrage ne sont pas les premiers à venir me voir pour dire on voudrait écrire quelque chose sur vous. Je dis ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire. Et j'ai été très surpris quand ils sont venus me voir pour m'en parler et me disent que ils m'ont dit que c'est pratiquement terminé l'ouvrage. Je dis ah bon? Mes jeunes collègues auteurs de l'ouvrage ont dit que je suis un chercheur hors pair. Bon, c'est une question de regard. Mais le regard que je projette sur moi-même n'est pas le même que ce qu'ils ont dit. Je me suis débrouillé, j'ai fait autant que j'ai pu. Mais bon, dire hors pair, bon, c'est... Vous savez, j'ai séjourné pendant 2 semaines à Haïti, où j'ai fait des recherches sur les proverbes et autres là. Et l'un des proverbes que j'ai gardé, c'est derrière la montagne, il y a d'autres montagnes. Ça dit, l'être humain, quel que soit ce qu'il a fait, ne doit pas se considérer comme une montagne. Et si tel était le cas, il faut qu'il ait toujours présent à l'esprit que derrière la montagne, il y a d'autres montagnes. Il faut relativiser les choses, tout simplement. Donc, je ne peux que remercier les collègues pour l'initiative qu'ils ont prise, bon, qui finalement ne m'a pas déplu puisque je n'étais pas sûr que ma carrière allait se terminer dans ces conditions-là et que ma carrière irait même jusqu'au bout. Parce qu'il y a un record que je détiens à l'échelle africaine. Quelle que soit la situation, je m'adresse à la jeune génération, ce n'est pas la peine de dire il a voulu me faire ceci, cela, je préfère le tuer. Non, tuer, non. Se venger autrement, oui. En montrant quand même qu'on peut faire quelque chose de mieux que l'autre. Et deuxième élément, diversifier ses publications. Même si on a choisi une spécialité pointue, c'est toujours une très bonne chose. Mais si on peut travailler à côté, c'est toujours bon. Et comme les situations sont devenues plus intéressantes pour les fins de mois, il serait bon que pour la jeune génération, le chercheur sorte de chez lui pour aller travailler sur un sujet, c'est pas au Gabon, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Les impressions fusent de toutes parts pour saluer l'acte posé par les auteurs et louer également le mérite de l'historien mis en exergue dans le livre. Le professeur Hiroko, c'est un scientifique très rigoureux et il est, depuis qu'il était étudiant, à Lomé où il a commencé ce que j'ai retenu de lui, qu'on m'a rapporté, parce que je suis de la promotion qui suit la sienne. Sa promotion comportait 4 étudiants en histoire. C'est-à-dire que depuis toujours, l'histoire a été une discipline que tout le monde fuit. Et quand le professeur Hiroko rendait un devoir, comme il sait qu'en histoire, il faut être très rigoureux sur le plan, comme il sait qu'en histoire, il faut un plan équilibré, l'étudiant Hiroko à Lomé allait jusqu'à compter le nombre de lignes que comportaient les sous-parties de son devoir. Si le grand A a 35 lignes, il s'arrange pour que le grand B, le grand C, du grand 1 ou du grand 2 ou du grand 3 ait 35 lignes. Plan équilibré. Deuxième image qu'il a laissée, le professeur Hiroko est toujours dans la bibliothèque et il revient dans sa résidence, dans sa chambre, avec un gros livre de Pierre Lévesque, parce qu'il lit. En matière de production, il est très prolixe, vous l'avez dit. Ce que tout le monde ne sait pas, parce que, et il a rappelé tout à l'heure, on le présente comme Lucifer, c'est-à-dire le roi des démons. Le professeur Hiroko, c'est un grand rassembleur.
à l'intérieur du département d'histoire et d'archéologie, il n'y a pas de professeur, du moins de notre génération. Je suis à la retraite depuis octobre 2014. Il n'y a pas de professeur que le professeur Iroko n'a aidé, soit en lui passant ses propres livres, soit en écrivant un article avec lui, soit en instruisant donc les articles. Personnellement, le tiers de ma bibliothèque est constitué de l'excroissance de sa propre bibliothèque. Le professeur Iroko, au niveau du CAMES, a rendu d'énormes services à beaucoup de collègues. On ne le dit pas assez. Je voudrais raconter juste un élément qui alimente la conversation avec mes parents d'Abomey régulièrement pour montrer la profondeur de ce sens de l'amitié et de ce dévouement du professeur Iroko. Mes parents d'Abomey ont l'habitude de me dire, mais il paraît, et tout le monde le dit sur le campus, que tu serais le meilleur ami du professeur Iroko au département d'histoire et d'archéologie, et lui-même le dit quand il vient faire des enquêtes à Abomey. Comment toi, prince d'Abomey, ton père l'est, ta mère l'est, tu es prince 100% d'Abomey, et tu arrives à être le meilleur ami d'un natif de Kétou? J'ai beau leur expliquer tout le temps, la question m'est toujours posée. Mais nous sommes de très bons amis, tout simplement parce que le professeur Iroko sait ce qu'est être un scientifique. Et son jeune frère, le professeur Aladaï, aussi le sait. Nous avons l'habitude de dire, nous historiens, que les générations d'aujourd'hui n'ont pas à être considérées comme responsables de ce qui s'est passé il y a des centaines d'années. Donc, moi, mes aïeux sont allés casser Kétou, comme ils le disent, en particulièrement en 1886, mais je ne suis pas Glélé. Je ne suis pas la personne Glélé, même si c'est mon aïeux. Donc, le professeur Iroko sait très bien que ce n'est pas Jérôme qui est allé casser Kétou. Et nous sommes en très bons termes. Il m'aide de toutes ses forces pour que j'avance. Donc, il n'y a pas de publication. Toutes mes publications, je les ai toujours soumises au professeur Iroko et il les a lues pour faire des corrections avant qu'elles paraissent. Le respect des aînés, ce n'est pas de les copier. Ce que Félix a fait et que vous célébrez à juste titre, vous devez aller au-delà. Vous devez aller au-delà. Vous devez aller plus loin que nous. Car le savoir est d'abord aussi accumulation de savoir. Le progrès part de l'accumulation des savoirs. Chers petits-enfants, ne l'oubliez pas. Vous devez aller plus loin que nous. Et nous serons alors fiers, que nous soyons vivants ou pas, nous serons fiers de vous. Nous serons fiers de l'Afrique. Et nous serons surtout en mesure de vivre et de mieux défendre notre souveraineté. Le professeur Félix Iroko, moi je l'ai connu élève. J'étais élève au collège Père au Pied. Et quand on venait au centre culturel français, aujourd'hui Institut français, les mercredis soirs, il avait élu quartier et n'était jamais seul entouré de ses étudiants.
Ça a toujours été un paradoxe d'apprendre une fois étudiant et après enseignant ici que l'homme est écrié, l'homme n'est pas apprécié, parce que toutes les occasions que nous avons eues, nous l'avons trouvé généreux, débonnaire, gentil. Peut-être il est victime de sa rigueur. Et c'est un homme de principe qu'il faut saluer. Et c'est heureux d'entendre tous ces beaux mots aujourd'hui, ces témoignages qui montrent l'autre face de l'homme, que ceux qui l'ont côtoyé de près, de très près, ont livré publiquement ce matin. Je voudrais vous prier de reconnaître l'humilité de l'homme. Ou tout simplement comme l'étude du passé. C'est pourquoi nous, Arthur Vidot, Paul Akoye, Romary Kadjovi, avons voulu en ce jour mémorial rendre un hommage spécial à un grand homme subliminal à travers cette œuvre intitulée Abiola Félix Iroko, itinéraire de chercheurs africains en paix. Je crois que les auteurs ont eu une belle initiative en voulant célébrer ce chercheur béninois de renom de son vivant. Parce que chez nous, on a pris l'habitude de ne célébrer les gens qu'après leur décès, après leur mort. Mais célébrer quelqu'un, lui rendre hommage pendant qu'il est encore parmi nous pour toutes ses œuvres, je crois que c'est une bonne chose. J'ai connu le professeur Iroko quand j'étais étudiante aussi. Tout à l'heure, quelqu'un l'a souligné. Il était toujours au Centre culturel français, aujourd'hui Institut français de Cotonou, à la bibliothèque. C'est d'abord là que moi je l'ai connu. Et après, j'ai eu le temps de le suivre. Moi, je n'ai pas fait histoire, mais j'ai suivi son parcours un peu. Je connais l'homme. Le professeur Iroko a écrit plusieurs ouvrages et articles également. Donc, la mission qui est donc la mienne, n'est-ce pas, est de faire plus que lui, et de me faire un nom en écrivant plusieurs ouvrages, en écrivant plus que lui, c'est tout. Donc, la mission, comme je le dis, n'est-ce pas, est d'écrire beaucoup. Pourquoi pas seul après, mais l'important, n'est-ce pas, est d'apprendre, de beaucoup apprendre, afin de pouvoir, n'est-ce pas, avoir une bonne expérience et de se lancer seul après, pourquoi pas. Le plus important pour nous, c'est quand même de parvenir à rendre hommage à cet homme qui, comme l'ont reconnu beaucoup donc, de témoignages tout à l'heure, est un baobab, est un Iroko dans la recherche scientifique au niveau de notre université. Donc cet hommage était tout à fait indispensable. Et nous, jeunes chercheurs, nous avons essayé donc, de nous lancer et ça a donné ce petit produit que vous voyez. Donc je peux dire que pour l'instant, l'objectif est atteint, mais il le sera davantage si les Béninois pouvaient se procurer cet ouvrage, le lire pour découvrir la profondeur, la densité de ce que l'homme a apporté à la science historique au Bénin. L'ouvrage que nous avons lancé sur le professeur Iroko, c'est un concentré sucré de ce que le professeur a écrit au plan scientifique. C'est-à-dire quoi? Un étudiant qui n'a même pas la chance de parcourir toutes ces publications, donc les professeurs du professeur Iroko, simplement à parcourir cet ouvrage, il a la possibilité de voir presque tout sur lui. Et à partir de là, il peut maintenant s'orienter selon ses préoccupations personnelles, faire tel ou tel document de première main donc, du professeur Iroko. Donc, les étudiants, forcément, ils sont invités à se procurer cet ouvrage et à le dévorer, comme on le dit. Mais de l'autre côté, nous les invitons également à nous emboîter le pas parce que nous avons mis du temps à rendre hommage au professeur Iroko. Il n'est pas le seul, il y en a également d'autres à qui il faut rendre hommage. Le contenu de l'ouvrage est simple, en fait, c'est un condensé d'un certain nombre de publications du professeur Iroko qui retrace quand même une bonne partie de son parcours en tant que chercheur, en tant que scientifique. Et donc c'est un ouvrage de 216 pages qui a eu à mettre en branle plus de 100 articles et plus de dizaines de ses ouvrages à lui-même. Donc cet ouvrage a consisté à aborder les grandes thématiques que le professeur Iroko a eu à étudier durant toute sa carrière de chercheur, d'historien. Et donc parmi les grandes thématiques, il y a celle en rapport avec la traite négrière et ses conséquences sur le continent africain. Il y a également la grande question de l'histoire des mentalités qui fait appel à plusieurs notions comme la peur, la violence, la crainte, la sexualité et autres. Et la troisième et dernière partie de l'ouvrage a porté sur les travaux que le professeur Iroko a eu à diriger ainsi que certains de ses mérites. Le professeur Iroko, comme les intervenants au cours de la dédicace ont eu à dire, est vraiment un Iroko
Moi, en tant que jeune enseignant, jeune universitaire, il m'inspire en fait à faire comme lui, sinon à faire mieux que lui. Et je crois que c'est ce que je retiens de lui. Et j'encourage également la nouvelle génération à s'en inspirer pour pouvoir faire mieux que ce que le professeur Hiroko a fait, faire mieux que ce que nous proposons maintenant en fait.